Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau, un mot qu'on entend absolument partout, la mondialisation. C'est un concept, c'est vrai, qui façonne notre quotidien, de notre smartphone dans la poche jusqu'à ce qu'on a dans notre assiette, mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire, on va plonger dans cette analyse pour y voir un peu plus clair. Du coup, la question qu'on se pose, elle est simple. Au-delà des clichés, de tout ce qu'on entend, qu'est-ce que c'est vraiment la mondialisation? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas, en se basant sur des analyses solides. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par définir le terme, c'est la base. Ensuite, on regardera le moteur de cette connexion mondiale. Après ça, on verra pourquoi le monde n'est pas si plat que ça. Et on terminera sur les grands défis actuels. Allez, c'est parti. Première partie donc, on va définir la mondialisation. Et le premier point, il est crucial, il faut bien comprendre que la mondialisation, ce n'est pas quelque chose qui est apparu d'un coup, comme ça. Non, c'est un processus qui s'inscrit vraiment dans le temps long de l'histoire. Voilà, la définition un peu formelle. La mondialisation, c'est un processus historique qui s'étale sur des siècles et qui consiste à mettre en relation les sociétés du monde entier. Ça se fait via des flux de plus en plus rapides, de biens, de capitaux, d'informations. Et en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, cette accélération assez folle des échanges, ce n'est que le dernier chapitre d'une très très longue histoire. Ah, et là, il y a une petite subtilité, typiquement française, qui est super intéressante. On a deux mots, mondialisation et globalisation. Quand on dit mondialisation, on parle bien de tout ce processus historique très large. Le mot globalisation, lui, c'est un anglicisme et il désigne quelque chose de beaucoup plus spécifique, la mondialisation financière. C'est vraiment une distinction importante à avoir en tête pour la suite. Et cette chronologie le montre bien, regardez. Ce processus, il ne date pas d'Internet. On peut le faire remonter loin, très loin, jusqu'au bouclage du monde, à l'époque des grandes découvertes. Le mot lui-même, mondialisation, on le trouve en France dès 1904. Mais alors, le vrai coup d'accélérateur, le moment où tout s'emballe, c'est dans les années 80. Là, c'est une accélération spectaculaire. Ok, maintenant qu'on a défini le concept, passons à la deuxième partie, le moteur de la connexion. En gros, qu'est-ce qui fait tourner cette machine? Comment ça marche concrètement? Aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs moteurs qui tournent en même temps. D'abord, bien sûr, les grandes entreprises multinationales qui cherchent à produire là où c'est le moins cher, à vendre partout. Bref, elles optimisent tout à l'échelle du globe. Ensuite, il y a les États qui signent des accords de libre-échange, qui baissent les barrières douanières. Et puis, il y a nous tous. Oui, nos choix de consommation, nos voyages, tout ça, ça alimente aussi la machine. Et ce moteur, déjà puissant, a reçu un coup de boost incroyable grâce à trois grandes transformations, trois révolutions techniques qui ont absolument tout changé. La première, c'est la révolution des transports. Pensez-y, ces porte-containers gigantesques, de vraies villes flottantes, qui traversent les océans remplis de tout ce qu'on achète. C'est ça qui permet de déplacer des volumes de marchandises juste astronomiques. Et à côté de ça, il y a le fret aérien, de plus en plus rapide et efficace. Deuxième révolution, la logistique. Parce que c'est bien beau d'avoir des bateaux géants, mais si à l'arrivée personne ne peut les décharger, ça ne sert à rien. Il a donc fallu construire des infrastructures à la hauteur, des ports et des aéroports hyper efficaces, des plateformes où tout s'enchaîne parfaitement. C'est l'art d'organiser ces flux avec une précision redoutable. Et enfin, la troisième, celle qu'on connaît peut-être le mieux, la révolution numérique. Imaginez, sous nos océans, des milliers et des milliers de kilomètres de câbles sous-marins. Au-dessus de nos têtes, des réseaux de satellites. C'est tout ça qui permet à l'information, à l'argent, aux données de faire le tour du monde en une fraction de seconde. C'est littéralement le système nerveux de la mondialisation. Bon, on a vu ce que c'est, on a vu comment ça marche. Mais attention, maintenant on va s'attaquer à une idée reçue, une idée très tenace. L'idée que la mondialisation aurait tout lissé, tout aplani, qu'elle aurait rendu le monde plat. Et pour déconstruire cette idée, on va s'appuyer sur le travail d'un géographe, Laurent Carouet. Ce qu'il dit est absolument fondamental. Il dit « La mondialisation n'est pas réductible à la seule échelle mondiale. Elle est le fruit de rapports de force et de jeux de puissance entre États. Retenez bien ça, rapport de force. » Ce schéma l'illustre très bien. Souvent, on imagine la mondialisation de façon très simple. Comme à gauche, il y a le niveau mondial et puis il y a le niveau local, point. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe. C'est ce qu'on voit à droite. C'est un peu comme des poupées russes. Il y a plein d'échelles qui s'emboîtent qui interagissent les unes avec les autres. Le mondial, bien sûr, mais aussi le continental, le national, le régional, jusqu'au local.
Donc, le point à retenir, c'est vraiment ça. La mondialisation, ce n'est pas un tsunami, une force de la nature inévitable qui emporte tout sur son passage. Non, c'est une construction humaine façonnée par l'histoire, par l'économie et surtout par la politique. Et ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense parfois, elle n'efface pas tout. Les territoires, les frontières, les cultures, tout ça compte encore. Et comment? Et cette vision plus complexe nous amène tout droit à notre dernière partie. Maintenant qu'on a posé les bases, on va se demander où en est-on aujourd'hui? La mondialisation est-elle à la croisée des chemins? Est-ce que le modèle qu'on connaît depuis 40 ans est en train de changer? S'il y a bien un événement qui a servi de déclic, de révélateur, c'est évidemment la pandémie de Covid-19. On l'a tous vécu. Et ça a mis en lumière, de façon assez brutale, les faiblesses, les fragilités de ce système mondialisé. Ça nous a montré à quel point on était tous interdépendants. On s'en souvient très bien. Au début, la pénurie de masques. Puis, les problèmes pour trouver certains médicaments. Plus récemment, la crise des semi-conducteurs qui a paralysé des industries entières. Tous ces exemples, très concrets, ont soudainement exposé les risques. Les risques d'être trop dépendants de chaînes de production qui s'étirent sur toute la planète. Et à partir de cette prise de conscience, on voit émerger deux grands défis. Deux questions majeures qui sont en train de remettre en cause le modèle actuel. Alors, le premier défi, il est écologique. Est-ce que c'est encore tenable de faire 3 fois le tour du monde à un produit? Le coût environnemental de tout ça est de plus en plus pointé du doigt. Et le deuxième défi, il est géopolitique. Avec les tensions qui montent dans le monde, on entend de plus en plus parler de réindustrialisation, de souveraineté, en gros, de produire à nouveau chez soi. Et on sent bien la tension entre les deux, l'écologie qui pousse à produire local et la géopolitique qui pousse aussi à produire local, mais pour des raisons stratégiques. Attention toutefois, il faut rester prudent. Tous les experts le disent. Ces débats, ces nouvelles tendances, tout ça est très récent. Le débat public est là, c'est certain, il est même très animé, mais scientifiquement, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. On est vraiment au tout début d'une possible nouvelle phase. Et c'est pour ça qu'on termine non pas avec une réponse toute faite, mais avec une question grande ouverte. Face à ces immenses défis, écologiques d'un côté, géopolitiques de l'autre, est-ce que le système qu'on a connu peut se réinventer? Est-ce qu'une autre mondialisation est possible? Le débat ne fait que commencer, et clairement, il nous concerne tous.